Cette invitation me permet de découvrir Rennes. Un plaisir de retrouver Philippe Moria avec lequel on a partagé quelques années de collaboration très intéressantes et fructueuses. Et en revanche, il faut que mon diaporama apparaisse. Non, Marilyn Lévy, non, je suis pas là. C'est la session suivante, hein. Ça c'était la session du matin. Voilà, exactement. Très bien, donc on m'a demandé de parler de l'hypertension pulmonaire, ce qui est un sujet qui me touche particulièrement, mais il y a en plus le VD, et on va voir que le VD pose effectivement un gros problème dans l'hypertension pulmonaire. Un bref rappel de la définition de l'hypertension artérielle pulmonaire que l'on ne sépare et que l'on différencie de l'hypertension pulmonaire. Il y a eu une nouvelle classification lors du dernier congrès mondial de l'hypertension à Nice en 2018, pour lequel le niveau de pression pulmonaire a été abaissé de 25 à 20 mm de mercure, autant dire que nous allons être de très nombreux patients futurs d'hypertension pulmonaire, puisque 20 mm de mercure de pression artérielle pulmonaire moyenne va concerner un grand nombre d'adultes, mais bien entendu aussi notre population pédiatrique. Alors, le groupe 1, je vous ai mis le listing ici, je ne vais pas détailler, ce sont en fait les hypertensions artérielles pulmonaires liées à une atteinte directe de l'artériole pulmonaire, et c'est la raison pour laquelle ce distinguo a été fait avec hypertension pulmonaire, qui n'est que la conséquence d'une pathologie soit cardiaque gauche avec un retentissement, c'est l'hypertension artérielle post-capillaire, soit une pathologie respiratoire, et nous en pédiatrie on voit croître considérablement cette population à cause des grands prématurés et de la bronchodysplasie. Le groupe 4, l'hypertension pulmonaire liée, c'est le cœur pulmonaire post-embolique, et le groupe 5, c'est tout ce qui n'est pas 1, 2, 3, 4. L'hypertension pulmonaire, en fait, par opposition à l'hypertension artérielle pulmonaire, théoriquement, si on traite la cause, on doit voir disparaître l'hypertension pulmonaire, puisque si on a une pathologie mitrale et une élévation des pressions dans l'oreillette gauche qui retentit sur le capillaire, lorsque l'on traitera cette pathologie, les pressions pulmonaires devront se normaliser. De même, dans le groupe des pathologies respiratoires chroniques, soit on a affaire à une pathologie hypoxémiante que l'on arrive à corriger et les pressions pulmonaires se normaliseront. C'est ce qui se voit aujourd'hui dans la bronchodysplasie. Si en revanche on a une pathologie respiratoire évolutive, bien entendu, l'hypertension pulmonaire n'est que la conséquence de cette pathologie respiratoire. Pour l'hypertension embolique, pareil. Par opposition à cette hypertension pulmonaire, dans l'hypertension artérielle pulmonaire, il y a un authentique pathologie, une authentique atteinte du lit artériolaire pulmonaire avec des lésions vasculaires que l'on voit ici. Donc, à gauche, vous avez juste une hypertrophie de la média, mais un intima qui est préservé. En revanche, vous voyez que au niveau de cette artériole, vous avez une fibrose intimale et ici une obstruction de l'artère pulmonaire. Et il est bien évident que lorsque l'on va chercher à augmenter le débit pulmonaire de ce patient, eh bien, cette artère pulmonaire n'aura pas la compliance nécessaire et on aura la symptomatologie des hypertensions pulmonaires qui est la dyspnée d'effort. Le pronostic est très sombre dans l'hypertension pulmonaire. Il est très sombre parce qu'aujourd'hui, on n'a pas compris le primum movens de cette maladie. On ne sait pas pourquoi cette artériole pulmonaire développe ces lésions et on n'a aucun traitement curatif. Nous avons des traitements symptomatiques, mais aucun traitement curatif. Néanmoins, avec les traitements actuels, on a amélioré la qualité de vie et la survie de ces patients, mais la survie ne reste que de 50% à 5 ans. Et ce dont meurent les patients, c'est d'une défaillance ventriculaire droite. Et on voit que si le ventricule droit a de bonnes fonctions, eh bien on a 90% de patients qui sont en bon état fonctionnel au bout de 5 ans de traitement. En revanche, lorsqu'il y a une altération de la fonction VD, eh bien le pronostic est effroyable. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on sera dans un bon groupe ou dans un mauvais groupe d'hypertension pulmonaire? Eh bien, il y a 4 critères de bon pronostic. La classe fonctionnelle 1-2,
le test de marche qui permet de parcourir plus de 440 mètres, ANT-proBNP non augmenté et une pression dans l'oreillette droite augmentée. Ces 4 critères pronostiques ont été établis et établissent un score. Et on voit sur la courbe que si on a 4 critères, eh bien, on a un pronostic excellent. Si en revanche, on n'a aucun de ces critères, on a un pronostic dramatique. Donc les traitements spécifiques aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ils améliorent la classe fonctionnelle, ils améliorent la survie, mais ça reste une pathologie extrêmement mortelle parce que les traitements dont on dispose aujourd'hui sont des traitements vasodilatateurs qui vont chercher à augmenter le débit pulmonaire, qui vont chercher à améliorer la distensibilité de ces artérioles grâce à la meilleure compréhension du couple cellules musculaires lisses et cellules endothéliales. Et on a 3 voies physiopathologiques qui ont été bien étudiées et bien reconnues. Et à partir de ces 3 voies physiopathologiques, on a développé 3 classes thérapeutiques. Donc les classes thérapeutiques, on a la possibilité d'activer la vasodilatation par la voie du monoxyde d'azote, par le sildenafil qui inhibe la dégradation du GMP cyclique en bloquant les phosphodiestérases, ou alors on active la voie du GMP cyclique par le riociguate, ou encore on active la voie des prostacyclines qui agit sur un autre second messager qui est l'AMP cyclique, le Flolan, le Vélétri, le Treprostinil et le Selexipag aujourd'hui qui est administré Péros depuis peu. Ou alors on active la vasodilatation, on bloque la vasoconstriction en bloquant les récepteurs de l'endothéline qui sont donc des récepteurs qui vont entraîner une vasoconstriction des cellules musculaires lisses et ces 2 voies thérapeutiques Péros ont suscité de très 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 nombreuses études ces dernières années. Donc, il y a une meilleure survie grâce à ces médicaments, mais le pronostic reste sombre. Et si on regarde effectivement, même dans notre population pédiatrique, les patients qui reçoivent une trithérapie ont une survie quand même très améliorée par rapport aux études historiques, mais néanmoins, ils ont un confort de vie acceptable pour certains d'entre eux, mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'événements. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer l'état fonctionnel et la survie de ces patients? Eh bien, on voit qu'on a une amélioration de la fonction ventriculaire droite chez les patients sous trithérapie. Et vous voyez ici que sur les courbes pression-volume, eh bien, on obtient une meilleure éjection systolique du ventricule droit chez les patients traités par trithérapie. Et les prostanoïdes semblent avoir le plus d'effet sur la fonction VD. Mais quelles sont nos options lorsque le ventricule droit flanche? Eh bien, malheureusement, on a peu d'options. On va essayer de jouer sur cette courbe pression-volume, mais malheureusement, toutes les voies thérapeutiques qui ont été étudiées jusqu'à présent ne sont pas très efficaces, à tel point que les recommandations aujourd'hui sont de cibler, vous voyez, les 4 items sont de cibler la fonction VD. C'est-à-dire qu'il faut, comme on meurt du VD, il faut améliorer la fonction VD. Sauf que cette fonction VD, c'est un raisonnement un petit peu à l'envers, puisque cette fonction VD n'est altérée que parce que les artérioles pulmonaires sont extrêmement malades et que ce ventricule droit est confronté à une post-charge extrêmement importante et que le ventricule droit n'arrive pas à pousser dans des artères qui sont complètement occluses. Donc ce ventricule droit n'est défaillant qu'à cause de ce qui se passe au niveau des artérioles pulmonaires et pas l'inverse. Donc certes, il faut améliorer la fonction VD, mais si on n'améliore pas la compliance du lit artériolaire pulmonaire, eh bien, on aura la même gravité, la même sévérité de la maladie et la même mortalité. Donc, de nombreux travaux ont été faits pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de ce ventricule droit. On sait que dans l'hypertension pulmonaire, le ventricule droit est altéré par un déséquilibre du système parasympathique versus sympathique. Il y a une activation du système rénine-angiotensin-aldostérone, il y a un déséquilibre neuro-humoral. Comment agir sur tous ces paramètres? Eh bien, il y a énormément de travaux qui sont faits actuellement. On augmente le parasympathique en inhibant les acétylcholinestérases. On va essayer de limiter le tonus sympathique
par des bêta-bloquants, on va bloquer le système rénine-angiotensine par les IEC et par l'aldostérone, on va essayer de faire des stimulations ou du parasympathique ou de griller le sympathique pour essayer d'améliorer ce qui se passe au niveau des artérioles, mais malheureusement, toutes ces études, elles n'ont été faites qu'au niveau expérimental et aucune n'ont donné un effet probant chez les patients. Donc aujourd'hui, toutes ces études, il y en a pléthore, mais pour le moment, on n'a pas d'effet bénéfique sur la fonction ventriculaire droite, et pour cause, tant qu'on ne traite pas la cause et tant qu'on n'a pas l'explication à ce qui se passe au niveau du lit artériolaire pulmonaire, eh bien le ventricule droit ne peut pas s'améliorer. Alors aujourd'hui, quelles sont les recommandations? Les recommandations sont de traiter plus vite et plus fort l'hypertension artérielle pulmonaire en donnant des traitements combinés, puisqu'on sait que plus le lit artériolaire pulmonaire va se boucher et plus ce ventricule droit va défaillir. Donc on va essayer de limiter au maximum cette maladie extrêmement évolutive en faisant des traitements combinés. Et une fois qu'il y a un échec de tous ces traitements combinés, quelle est l'option proposée dans les recommandations internationales aujourd'hui? Eh bien, c'est de faire soit une atriocétostomie, soit un POTS chirurgical. Et je vais essayer de vous convaincre de l'avantage de l'un par rapport à l'autre. Pourquoi est-ce qu'on a pensé à faire une communication interauriculaire dans l'HTAP? Eh bien, c'est dès 1983, il a été décrit que les patients qui avaient un Eisenmenger allaient bien mieux que les patients qui avaient une HTAP idiopathique et qu'il c'était quand même logique d'essayer de transformer en Eisenmenger un patient qui allait défaillir et mourir de ce ventricule droit en soulageant le ventricule droit, en limitant sa précharge, en créant une communication interauriculaire, puisqu'on sait le faire par voie de cathétérisme interventionnel, bien que ce soit un geste quand même qui ne soit pas dénué de risque. Seulement, la CIA, eh bien, elle va induire une cyanose. Or, le ventricule droit est déjà en souffrance, il a besoin d'oxygène, donc ce n'est pas très bon de limiter la saturation. Il va limiter la précharge. Or, on sait que si on limite la précharge de ce VD déjà altéré, eh bien, on ne va pas l'aider dans sa fonction. Et on se dit qu'il vaut mieux faire une autre option. Et l'autre option, ça peut être l'anastomose de Potts. Et le Potts, l'avantage du Potts par rapport à la CIA, c'est que le Potts va être la création d'une anastomose entre l'artère pulmonaire et l'aorte descendante. Donc, on a effectivement, ça a été évoqué parce que les patients qui ont un Eisenmenger sur un canal artériel sont ceux qui vont le mieux dans la population Eisenmenger. Ils ont certes une cyanose des membres inférieurs, mais quand on les voit, ils sont roses, il n'y a pas de cyanose ni du cerveau, ni toute la partie supérieure du corps, et on va en plus préserver la précharge de ce ventricule droit. Et on va ramener les pressions à un niveau systémique. Je vous ai mis ici les petites photos qui montrent le POTS chirurgical, qui est un abord direct. Vous voyez que l'artère pulmonaire est au contact direct de l'aorte descendante. Donc on fait une anastomose directe la plus large possible. Et on a tenté à Necker la voie de cathétérisme en mettant un stent entre l'aorte descendante et l'artère pulmonaire. Et on a quand même l'impression que le POTS chirurgical, certes, est un peu plus risqué en termes de gestes, mais il donne des meilleurs résultats parce que le stent a besoin d'être très souvent redilaté. Cette étude qui montre que lorsqu'on fait un POTS par rapport à une CIA, eh bien, on a une fonction couplée, un couplage entre le VG-VD qui est bien meilleur et qui se rapproche plus d'une HTAP modérée que de l'HTAP sévère ici avec HTAP suprasystémique. Et dans la CIA, on a plus la physiologie d'une HTAP sévère alors que dans le POTS, on a plus la physiologie du VD d'une HTAP modérée. Donc, certes, on a une meilleure survie avec les traitements, mais ce sont quand même des patients qui sont graves et qui vont avoir de nombreux événements au cours de leur suivi. Et on voit ici que dans notre population pédiatrique, même si on a une bonne survie, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a quand même de nombreux événements au cours de l'évolution. Donc c'est une maladie très grave malgré les traitements actuels et il est urgent de développer des voies thérapeutiques mécanistiques autres qu'une simple vasodilatation et une simple action sur la vasoréactivité. Et de nombreuses voies sont en cours d'étude, les voies de la génétique, les voies de l'inflammation, les progéniteurs, la vaccination et l'immunothérapie, la voie métabolique, les gènes. Entre le premier congrès et les derniers congrès, vous voyez qu'il y a eu énormément de progrès et d'efficacité de la recherche génétique, puisque de très nombreux gènes ont été identifiés aujourd'hui. Malheureusement, dans 80% des cas d'HTAP idiopathique, on n'a pas encore de facteurs génétiques, mais ça ne saurait tarder maintenant qu'on fait des larges panels et qu'on
peut étudier les exomes et les parents. Donc je pense vraiment que la génétique, on a vu que ces derniers temps, elle avait fait un énorme bond. Et ça n'est pas juste une idée d'avoir un diagnostic. Ces recherches génétiques permettent aussi d'agir sur le pronostic. On sait que ceux qui ont un marqueur génétique ont un moins bon pronostic que ceux qui n'ont pas de facteur génétique. Et comment est-ce qu'on va agir? Eh bien, on sait exprimé lorsqu'on a identifié par exemple la mutation BMPR2 qui a été la première identifiée. On sait que le gène, le récepteur 2 de la molécule BMP, qui est une protéine extrêmement protective sur le lit artériolaire pulmonaire, eh bien, on va augmenter cette production, on va sensibiliser le récepteur, on va agir sur des messagers qui vont permettre à cette voie génétique défaillante de refonctionner. Donc toutes ces voies-là sont des voies d'avenir indiscutables. On sait aussi, il y a la génétique, mais il y a aussi l'épigénétique, et on sait qu'avec l'épigénétique, on va aussi par des facteurs extérieurs, pouvoir modifier le matériel génétique des patients et faire resynthétiser des protéines qui étaient éventuellement défaillantes. L'inflammation est également capitale. Is Edwards avait déjà décrit en 1958, sur les premières descriptions de biopsie pulmonaire d'HTAP, on voyait déjà qu'il y avait des cellules inflammatoires qu'on ne savait pas bien interpréter. Aujourd'hui, il y a énormément de recherches de fait et on sait qu'il y a une balance entre les facteurs inflammatoires, apoptotiques, profibrosants, et il faut que cette balance soit restaurée pour pouvoir récupérer un lit artériolaire pulmonaire bien plus compliant. Et vous voyez ici toutes les recherches qui sont actuellement entamées. Les exomes, c'est une nouvelle voie, ce sont des toutes petites vésicules qui sont sécrétées par nos propres cellules et qui vont pouvoir être utilisées pour véhiculer des facteurs déficients, et on va pouvoir faire intégrer dans ces petites vésicules des facteurs qui manquent et qu'on va pouvoir remettre dans le matériel génétique pour refabriquer des substances qui sont manquantes dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc les traitements de demain, il y a de multiples orientations aujourd'hui, il y a de multiples recherches et je suis une grande optimiste et je sais que demain on trouvera le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire. Pour le moment, toutes ces voies-là, on n'arrive pas encore à bien les intriquer. On sait qu'il faut être multifactoriel, on sait qu'il va falloir agir et comprendre un peu mieux toute cette mécanistique. Il y a beaucoup de choses de fait, la dénervation dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'imprégnation de micro-RNA pour faire synthétiser des molécules qui sont déficientes, les facteurs de croissance, mais pour le moment, vous voyez que toutes ces études, eh bien, on a l'impression d'avoir un effet bénéfique. On rigole un petit peu parfois dans nos staffs en disant ces médicaments ils coûtent très cher au mètre parce qu'on fait le test de marche, au lieu de faire 450, ils ont fait 453, donc c'est significativement. Mais est-ce que c'est bien de faire 453 mètres quand on a une hypertension pulmonaire? Certes, on prend des médicaments, mais on sait qu'aujourd'hui, ces médicaments-là, eh bien, en agissant plus vite et plus fort, on espère au moins limiter un peu l'évolutivité de cette maladie en attendant que les nouveaux traitements guérisseurs, entre guillemets, apparaissent, mais pour le moment, on n'en est pas encore là. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas améliorer déjà aujourd'hui notre prise en charge en dépistant beaucoup plus tôt l'hypertension pulmonaire? Vous savez que c'est une maladie qui est chez l'adulte dépistée extrêmement tardivement, c'est-à-dire qu'on ne fait le diagnostic que lorsque les patients ont des symptômes. Or, lorsqu'on a des symptômes, c'est qu'on a déjà obstrué la quasi-totalité de nos artérioles distales, donc il faut absolument le dépister plus tôt. Nous, on a une campagne chez l'enfant de dépister très tôt les hypertensions pulmonaires dont on pense qu'elles vont pouvoir être curables, notamment les prématurés qui ont une bronchodysplasie. Cette population représente quasiment 20% de l'hypertension pulmonaire de l'enfant, alors qu'avant, on disait, il y a 10 ans, on disait ça n'existe pas. Aujourd'hui, on sait que cette population est croissante, et avec les prématurés qu'on fait survivre de plus en plus tôt, eh bien, cette maladie est extrêmement inquiétante pour l'avenir, et il faut absolument la dépister, parce que je suis convaincue d'une chose pour l'avoir vécue à plusieurs reprises: si on traite bien cette bronchodysplasie, si on laisse les bébés sous oxygène suffisamment longtemps, si on ne fait pas un sevrage trop tôt, eh bien, on va pouvoir permettre au lit artériolaire pulmonaire de continuer sa maturation et éventuellement aider les enfants qui ont une hypertension avec des traitements vasodilatateurs. Mais dans tous les cas, j'ai réussi à les sevrer du traitement une fois qu'on avait vraiment attendu que l'état respiratoire s'améliore. De même, on a une population à Necker, on a un grand centre d'immunologie qui fait beaucoup de greffes de moelle osseuse, et il y a une population de greffes de moelle osseuse qui va se compliquer
d'hypertension artérielle pulmonaire, et dans notre expérience initiale, ils mouraient tous, et on avait même des études histologiques post-mortem qui montraient qu'il y avait des lésions artériolaires pulmonaires extrêmement sévères, considérées comme irréversibles. Aujourd'hui, ces patients, on les traite le plus tôt possible, le plus agressivement possible, et on a tous réussi à les traiter et à faire disparaître complètement l'hypertension pulmonaire, alors qu'on sait qu'il y a des lésions considérées comme irréversibles. Donc attention, cette notion d'irréversibilité ne doit pas nous faire poser de mauvaises indications. Qu'en est-il de l'Eisenmenger? Nos patients avec shunt, on se dit « oh ben là c'est trop tard, il va évoluer vers un Eisenmenger » et puis ma foi, l'Eisenmenger de toutes les façons, ce n'est pas un pronostic si effroyable que ça. On a tous des patients qui ont 60 ans, 70 ans avec un Eisenmenger et qui vont bien. Attention, l'Eisenmenger n'est pas une maladie sympathique du tout, il y a énormément de complications à terme, donc, et c'est sûr qu'il est plus facile de dire ce patient est arrivé trop tard en chirurgie cardiaque, on va le laisser évoluer vers l'Eisenmenger, plutôt que de prendre le risque d'une chirurgie à risque et de voir ce patient conserver une hypertension pulmonaire, parce que les études qui ont été faites jusqu'à présent disent que les patients qui ont été opérés trop tardivement d'un shunt vont avoir un pronostic bien moins bon que ceux qui ont un Eisenmenger ou qui ont été opérés à temps. Donc avec cette étude-là, on a créé depuis 10 ans la politique et le dogme, c'est de dire si les résistances vasculaires pulmonaires sont supérieures à 4, c'est que c'est too late et il vaut mieux le laisser évoluer vers l'Eisenmenger. Je pense que ces études dataient d'une époque où on opérait les enfants avec de moins bons critères diagnostiques, pronostiques et surtout à un moment où on ne disposait pas des traitements que l'on a aujourd'hui. Donc il faut faire très attention à ce dogme et ne pas rester sur cette impression. Et je pense, aujourd'hui, il y a la stratégie du traité pour espérer réparer. Et au congrès d'hypertension de San Francisco en mars dernier, il y a eu une étude qui a été montrée de patients qui avaient été traités, qui amélioraient leur QP sur QS et qui ont été opérés avec de bonnes conditions. Aujourd'hui, c'est certain qu'ils vont garder une hypertension, mais puisqu'on a les traitements d'aujourd'hui, il est probable qu'on arrivera à les maintenir. Et alors bien sûr, hein, c'est une décision très difficile à prendre et ça justifie d'une vraie surveillance. Donc je vais essayer de ne pas... on a déjà du retard. Donc en conclusion, aujourd'hui, nous n'avons pas de traitement curatif. La défaillance ventriculaire droite n'est que la conséquence de l'élévation des résistances vasculaires pulmonaires. Quand les traitements sont insuffisants, eh bien, pour soulager le VD, le POTS c'est une option, à mon sens, excellente, parce que certes, c'est une chirurgie à risque, mais les patients qui ont eu un POTS et qui survivent au POTS vont extrêmement bien, avec un excellent confort de vie. Et tous les patients qui ont eu un POTS ont pu être sevrés des prostacyclines dans notre série. Aujourd'hui, faisons mieux en ne laissant pas évoluer vers l'Eisenmenger les cas douteux, en traitant plus énergiquement et plus agressivement par traitement combiné les hypertensions pulmonaires et en faisant un POTS avant que le ventricule droit soit complètement à plat, parce que dans nos séries, les patients qui sont morts ce sont ceux qui nous ont été référés beaucoup trop tard. En fait, il faut suivre l'évolution et quand on voit les paramètres échographiques de strain, de tous les paramètres de mesure du VD commencer à s'altérer, c'est là qu'il faut proposer le POTS parce que la chirurgie est bien moins risquée à ce stade que lorsque le VD est complètement à plat. Et enfin, demain, j'en suis convaincue, on aura le traitement de l'hypertension pulmonaire et le VD ne sera vraiment plus un problème. Et je tiens à remercier toute l'équipe qui nous a suivis et Philippe Moria a été vraiment un précurseur dans toutes mes recherches, en tout cas à moi, et les chirurgiens qu'on a réussi à convaincre, Pascal Voué, Daniel Sidi, bien sûr, le professeur Tournesol, qui donnait des idées, qui a dit, mais enfin, l'Eisenmenger qui a un canal artériel, c'est celui qui va le mieux, faisons un POTS à ce malade qui est en train de mourir et qui, de toutes les façons, va mourir si on ne lui fait rien. Et ça a été la première expérience de POTS en 2001, avec un enfant qui, aujourd'hui, est un adulte, qui fait du surf à Montpellier, qui n'a aucun traitement et qui a eu son POTS donc il y a près de 20 ans.
Pascal Vouet, qu'il faut convaincre un peu de faire un POTS parce qu'il pense que c'est une chirurgie risquée et que de toutes les façons le malade il va mourir et que ça ne sert à rien. Mais donc on arrive quand même à le convaincre. Emre Belli aussi, qui a fait partie de l'équipe du POTS. Younes Boudjemline, qui a accepté de faire la voie percutanée acceptée pour un cathétériseur. C'est pas très dur de convaincre un cathétériseur d'aller mettre un stent. Hein. Donc il l'a fait et avec beaucoup de frayeur. On suait tous au moment où ça s'est passé. Mais en gros, la chirurgie fait mieux que le stent. Et Philippe Moria, je ne saurais que le remercier jamais assez avec Philippe Poire. Ils ont toujours été partants sur toutes les innovations dans l'hypertension pulmonaire pédiatrique et je le remercierai jamais assez. Voilà. Merci. Merci Marilyn, toujours des topos sur l'HTAP extraordinaires, passionnants et qui montrent les voies nouvelles. Bon, le temps passe, on a fait beaucoup de travaux manifestement. La première question que je voulais te poser, puisque tu parles de l'origine du traitement de l'HTAP, 92, le monoxyde d'azote. Là, tu n'as même pas cité monoxyde d'azote, donc la première question, que reste-t-il du monoxyde d'azote? Si tu as parlé des voies du Le NO, monoxyde mais d'azote, que... effectivement, on l'a utilisé en 92, moi je l'utilisais à Londres un an avant, on se mettait des scaphandres quand on arrivait avec la bonbonne de NO parce que c'était marqué danger, danger. Effectivement, bien entendu, ça a révolutionné, ça, je ne l'ai pas insister là-dessus, mais quand je fais les cours aux internes, je leur dis que ça a vraiment révolutionné la prise en charge, notamment dans les situations aiguës, mais comme le monoxyde d'azote est un gaz inhalé qu'il faut utiliser avec le NO, c'est pas en traitement continu, c'est juste en traitement aigu de réanimation, et ça a révolutionné la prise en charge post-op. Hein. Avant, il y avait plus de 50% de mortalité de crise d'HTAP, il n'y en a plus aucune aujourd'hui grâce au NO, bien entendu. L'hypertension persistante du nouveau-né, que je n'ai pas abordé ici, il y avait une énorme morbimortalité. Aujourd'hui, zéro avec le NO en réa pendant quelques jours. Eh bien, l'hypertension persistante du nouveau-né va guérir très bien avec ce gaz, bien entendu, que ça a été une révolution. Et c'est le seul à être spécifiquement pulmonaire, sans effet délétère systémique. Avez-vous des questions sur ces choses très compliquées de l'HTAP ? Moi, je voudrais utiliser ce que tu as dit tout à l'heure sur la création de shunts, que ce soit création d'une CIA, d'un POTS, pour la plupart des gens qui sont là, qui ne font pas de cardiopathie congénitale, POTS, ça vous parle pas. Oui. Par contre, vous avez vu, on crée chirurgicalement une anastomose entre l'artère pulmonaire et l'aorte, de façon à faire shunter droit à gauche vers l'aorte et décharger la circulation pulmonaire au prix d'une cyanose. C'est une chirurgie très risquée, très compliquée. Mais cette stratégie de la décharge circulatoire, elle est quand même très intéressante pour passer un cap. Et il y a une situation dans les cardiopathies acquises, lorsqu'un patient avec un cœur normal a un SDRA et une HTAP, souvent il y a une réouverture du FOP. Et nos amis réanimateurs, nos amis cardiologues s'empressent d'aller chercher le FOP. Ceux qui font des cardiopathies congénitales disent non, attendez, traitez l'HTAP, traitez le SDRA, ça va baisser et ce FOP il va devenir moins problématique. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie ? Le FOP, il s'ouvre justement pour préserver le ventricule droit. Hein. Nous, même dans les situations aiguës, hernie de coupole qui font de l'hypertension, on maintient le canal artériel ouvert pour soulager le VD. Dans l'hypertension persistante du nouveau-né, dans les hernies diaphragmatiques, il y a une stratégie aujourd'hui de ne pas clamper le cordon ombilical et clamper tardivement en salle de travail, parce que ça joue aussi un rôle un peu similaire, c'est-à-dire qu'on soulage le ventricule droit, on lui permet de s'adapter un peu plus longtemps grâce à des résistances vasculaires placentaires plus basses que les résistances pulmonaires. Et c'est ça le but du POTS, c'est que ce ventricule droit, on meurt d'un ventricule droit qui n'arrive pas à éjecter dans un lit artériolaire pulmonaire défaillant. Il faut au contraire lui donner une soupape le temps d'améliorer la situation. Merci Marilyn. Merci beaucoup. Nadir Tafer, et on va